il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer dans cette zone-là, parce que, effectivement, aussi bien au Niger qu'au Mali, on risque d'avoir une surprise, c'est-à-dire les gens du Nord jouer au minimum l'autonomie et peut-être l'indépendance des parties Nord. Là, par exemple, nous allons écouter l'ex-patron de la DGSE française, Alain Juillet, qui appelle à la séparation du Mali et du Niger. Voilà donc, le Mali doit être séparé en deux. On avait déjà parlé de cette affaire d'Azawad, c'est-à-dire une partie nord du Mali qui ne serait pas vraiment le Mali et la partie sud qui, voilà, serait le Mali. Et donc, comme par hasard, la partie nord a une préférence pour ceux que l'on connaît et la partie sud, c'est là où il y a actuellement les mouvements de libération. Pourquoi estimez-vous que le nord du Mali, finalement, revient aux Azawad? Le mouvement national de libération de l'Azawad a pris en son sein tout ce qui s'est passé comme oppression, comme injustice à l'égard du peuple de l'Azawad avec toutes ses composantes. Ce n'est pas une rébellion touareg, c'est une révolution populaire dans laquelle se retrouvent toutes les communautés qui composent l'Azawad. L'Occident est en train de créer un pays au nord du Mali pour pouvoir contrôler cette zone hautement stratégique, en plus du fait que récemment, dans cette même zone, il y a eu des révélations sur des soupçons de découverte d'une très grande quantité de pétrole dans le sous-sol. L'endroit où ils veulent créer un nouveau pays, là, oui, dans le sous-sol de la région, on vient récemment de découvrir qu'il y a un énorme gisement. On compte en milliards de barils. C'est-à-dire le genre de gisement qui ferait directement du Mali le plus grand producteur de pétrole. Et ils ont appelé ce pays l'Azawad. En fait, c'est en traînant sur les réseaux sociaux que je me suis rendu compte que de plus en plus de personnes coopté par l'Occident certainement, désignait le nord du Mali par l'appellation Azawad. Bon, sur le coup, je n'y ai pas prêté attention. Je me disais que c'était le nom d'une localité. Jusqu'à ce que une personne m'explique, toujours dans les commentaires, que non, que historiquement, l'Azawad est différent du Mali. Ils ont donné à ce territoire une histoire, un drapeau et même une population. Wonderful. Et donc, Alain Juillet, l'ancien patron de la DGSE, donc des services secrets français, dit que voilà, ce serait mieux de séparer le Mali et de séparer le Niger. Et c'est durant cette interview sur Openbox TV, une chaîne disponible sur YouTube, où Alain Juillet, donc, l'ancien directeur du renseignement à la direction générale de la sécurité extérieure française, a tenu des propos incendiaires concernant la situation au Mali et au Niger. C'est un peu comme si vous avez en Afrique un pays où un ancien directeur du renseignement dit que voilà, ce serait mieux que la France soit séparée en deux. Ce serait mieux que les États-Unis soient séparés en deux. Tout de suite, on va lui poser la question de quoi est-ce qu'il se mêle. On est d'accord là-dessus. Donc, on va écouter ce qu'il dit là et on va lui poser la question. Donc, s'il y a une colonne qui descend du nord Mali, je serai les Touaregs on en a parlé souvent, du Mali ou du Niger aujourd'hui. Bientôt, le moment va être prêt pour qu'ils puissent descendre et proclamer l'indépendance ou l'autonomie de la zone nord de leur pays. Ça, moi, je pense que c'est le prochain. Il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer dans cette zone-là, parce que, effectivement, aussi bien au Niger qu'au Mali, on risque d'avoir une surprise, c'est-à-dire les gens du Nord jouer au minimum l'autonomie et peut-être l'indépendance des parties Nord, face à la déliquescence de l'armée au Sud. Face à la déliquescence de l'armée au Sud. Bravo. Donc, on va lui poser la question simplement, de quoi est-ce qu'il se mêle? De quoi se mêle-t-il? Un truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est vu la manière dont il parle avec certitude, peut-être que des choses sont déjà en place. Ce n'est pas parce que c'est un ancien directeur de la DGSE qu'il n'a pas encore ses contacts ou qu'il ne sert plus à rien. Pas du tout. Il a encore des informations confidentielles, il a encore énormément de savoir et il a encore des contacts un peu de partout pour savoir ce qui se passe où, comment, de quelle manière et qui est sur quoi. Quand il dit qu'on pourrait être surpris, peut-être que c'est parce que c'est déjà prévu. C'est important aussi qu'on comprenne ce genre de choses. Parce qu'on sait très bien comment ces gars fonctionnent. On morcelle des pays, on morcelle, exactement comme vous voyez à l'image la façon dont on a séparé l'Afrique, pour pouvoir créer des divisions, créer des zones de contrôle qui vont attaquer d'autres zones, etc. On avait tous été choqués d'apprendre que voilà, comme par hasard, comme par magie, à un moment donné, il y a eu une séparation du Mali, où on appelait une zone Azawad et l'autre partie Mali. Vous vous dites, mais ça sort d'où encore ce genre de truc? Quand on dit diviser pour mieux régner, on pense parfois que c'est une blague, que c'est une manière de parler. Pas du tout. La division fait en sorte que vous ne soyez plus
plus nombreux pour pouvoir attaquer de front. La division fait en sorte qu'on puisse comme ça abattre des gens en petits groupes de 1000, alors que si vous étiez un grand groupe de 100 000, ça aurait été beaucoup plus difficile. Ou encore un petit groupe de 10 000, alors que si vous aviez été 1 million ou 500 millions ou encore 1 milliard, ça allait être impossible. Donc on divise, on morcelle, on crée les pays dans les pays. Regardez par exemple la différence entre le Sénégal et la Gambie. Vous pensez sincèrement là que quand on parle de la Gambie, regardez comment c'est en plein milieu du Sénégal. C'est quelque chose qui n'est pas volontairement créé. Sérieusement, pourquoi est-ce que dans le Sénégal on crée la Gambie à votre avis? Quand on dézoome et qu'on vient dans des zones comme ça, regardons Ghana, Togo, Bénin. Objectivement, est-ce que ces trois pays sont obligés d'être séparés? Pourquoi est-ce que ces pays sont divisés et séparés ainsi? Ce sont les mêmes peuples, les mêmes civilisations, la même histoire. Pourquoi est-ce qu'ils sont séparés maintenant? Même chose, voici la Côte d'Ivoire. Tout le bloc-ci, vous voyez, un truc qui est censé être un pays, on retrouve 5 pays dans le même bloc. Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, voire même Nigeria. Et on a la même chose en Afrique centrale et partout en Afrique. Morcelé de toutes parts. Et le pire, c'est que tu veux même te déplacer d'un endroit à l'autre, découvrir quelque chose, tu as besoin de visa. Tu ne peux pas librement circuler en Afrique en tant qu'Africain. Voilà jusqu'où ça va la division. Découvrez les cahiers de coloriage Orion pour des enfants inspirés et épanouis. Les cahiers de coloriage Orion sont des livres à colorier, mais pas seulement. Ce sont aussi des outils d'estime de soi, d'amour propre et de fierté culturelle, conçus pour les générations futures. Des personnages beaux et attachants qui nous ressemblent, des contes inspirants avec des leçons de vie. Dans un monde qui nous décrit comme des problèmes ou encore des victimes, on doit redonner confiance aux enfants. Pour vos petits à partir de 4 ans, procurez-vous dès maintenant un cahier Orion. Disponible aussi sur Amazon, le cahier de coloriage Orion est plus qu'un livre. C'est une fierté culturelle, un futur où vos enfants n'ont pas à chercher leur place parce qu'ils la connaissent déjà. Je vous laisse tous les liens et les informations en description pour obtenir ces cahiers. On apprend qu'il y a un bras de fer diplomatique sur le retrait des troupes françaises au Tchad. Paris propose son départ pour mars 2025, mais le Tchad exige un départ beaucoup plus rapide que ça. À N'Djamena, capitale du Tchad, le retrait de l'armée française se poursuit avec le départ de 120 soldats français le vendredi 20 décembre 2024 à bord d'un Airbus A330 Phoenix MRTT depuis l'aéroport de N'Djamena. Cette opération, qui fait suite à celle des avions de chasse, s'est déroulée en présence des autorités militaires tchadiennes, dont le chef d'état-major général des armées tchadienne. A noter que des négociations sont actuellement en cours entre N'Djamena et Paris sur le calendrier du processus de retrait. La France a soumis un chronogramme s'étendant jusqu'en fin mars 2025, un délai que les autorités tchadiennes ont trouvé assez long en proposant un retrait effectif pour le 31 janvier 2025. Voilà. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 23 décembre 2024. Ça veut dire que le gouvernement tchadien ne leur accorde même pas 2 mois pour bouger. Maintenant, j'ai écouté une analyse qui était plutôt intéressante. C'est mensonge. L'analyse de cette page TikTok appelée On va tous mourir. En gros, le gars fait une analyse critique et satirique sur la présence militaire française en Afrique, la montée en puissance des technologies de certains pays africains, particulièrement ici le Sénégal, et des théories géopolitiques impliquant les États-Unis et d'autres puissances coloniales. Il démonte un mensonge, donc le mensonge diffusé par les médias et les influenceurs, selon laquelle le Sénégal aurait humilié la France en demandant le départ de son armée. Et à ce niveau, il a raison. Ce n'est pas vrai. Le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye n'a jamais demandé le retrait de la France. Jamais. Mais il a évoqué un départ des armées françaises au Sénégal qui se veut logique tout simplement. Et cette annonce s'inscrit dans un contexte plus large, impliquant les États-Unis, l'espace et la stratégie militaire mondiale. Le Sénégal devient officiellement un pays pétrolier depuis le 11 juin 2024. Cette date symbolise son entrée, l'entrée du pays, dans le cercle des nations disposant de ressources naturelles stratégiques. Avec l'aide de la France, notamment du Centre spatial universitaire de Montpellier, le Sénégal lance son premier satellite. Ce projet est présenté comme un moyen de réduire la présence militaire terrestre au profit de solutions technologiques. Par la suite, suivant toujours les recommandations de la France, le président sénégalais a dissous son assemblée nationale, exactement comme Emmanuel Macron, et durant à peu près la même période, pour provoquer des élections anticipées et renforcer son pouvoir. Et donc ça pourrait symboliser une stratégie d'intimidation des grandes puissances pour stabiliser sa gouvernance. La France est une ancienne puissance coloniale qui peine à maintenir son influence en Afrique, notamment sur le plan militaire. Et donc dans sa vidéo, il présente le retrait des troupes françaises, qu'il s'agisse du Sénégal ou encore du Tchad, comme étant une façade. La France reste présente sous une autre forme, puisqu'il y a des alliances technologiques comme avec les satellites et d'autres choses. Il nous fait nous intéresser à la United States Space Force, une branche militaire américaine fondée en 2019. Le rapport mentionné décrit comment est-ce que les États-Unis utilisent la technologie spatiale pour surveiller la planète et répondre à des enjeux de sécurité, de stratégie, de géopolitique, des trucs de changement climatique et d'autres crises globales. Les puissances comme les États-Unis et indirectement la France, nous explique-t-il, sont en train de déplacer
déplacer leurs moyens militaires dans l'espace en fait, parce que ce qui rend obsolète la présence militaire au sol. Donc certaines décisions politiques ou militaires ne sont qu'un jeu d'apparence. En l'occurrence ici, cette affaire du départ des troupes armées du Tchad et du Sénégal. Emmanuel Macron, bien évidemment, serait complice avec le président sénégalais pour orchestrer une sorte d'humiliation publique afin de justifier des changements internes en France et de renforcer la popularité du président sénégalais. Le retrait des troupes françaises est présenté comme une stratégie coordonnée avec le déploiement des satellites pour pouvoir suivre l'Afrique à distance. L'Algérie, dans sa vidéo, est citée comme un exemple d'un pays ayant échoué à se débarrasser complètement de l'influence française. Alors, son propos, je le comprends très bien. Je comprends son analyse et son approche. Mais je vais rajouter quelques nuances. Le départ des troupes françaises de certains pays africains résulte d'une montée des mouvements panafricanistes et d'une pression populaire. Idriss Déby fils, chef d'État actuel du Tchad par exemple, a avoué vouloir dans cette décision de faire partie des troupes françaises, vouloir la sympathie du public, vouloir la sympathie de la population. Le fait que le départ des troupes françaises du Tchad peut provoquer des questions de complicité, vu la manière dont la France semble vraiment partir en toute légèreté, ça contraste beaucoup avec ce que l'on a vu dans l'AES par exemple. Donc je peux comprendre l'idée, mais il faut déjà comprendre que la France a déjà tenté de faire un bras de fer justement contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et ça a foiré. Ça a complètement raté. C'était un échec cuisant total. Là-bas, c'était même la vraie humiliation. C'est parce qu'ils ne sont pas partis de manière à l'amiable, simplement quand on leur a demandé de partir, que ça s'est transformé en humiliation et en précédent dans l'histoire. Et ils ne veulent peut-être pas répéter la même chose avec le Tchad, parce qu'on a vu ce que ça a donné. Et en plus de ça, il y a quelques mois, le Tchad avait déjà demandé aux États-Unis de quitter son territoire. Ça veut dire que ce n'est pas surprenant, après avoir demandé aux États-Unis de partir, de demander à la France de partir. C'est un beau geste, ça met énormément de temps. On ne sait pas exactement comment se positionne Idriss Déby, mais au moins il y a déjà ça qui est fait. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Ça au moins est bien. Ça ne veut pas dire qu'on efface ses crimes ou on efface ses exactions, mais ça déjà c'est une bonne décision. Parce que sans la présence de troupes militaires françaises au Tchad, ça réduit déjà un certain nombre de risques, même dans le futur. Sa vidéo aussi n'aborde pas les enjeux économiques et diplomatiques qui sous-tendent ces relations. Maintenant, oui, on le comprend. Bien que des satellites puissent réduire la nécessité d'une présence militaire directe, ils ne remplacent malgré tout pas la présence stratégique terrestre des militaires sur un territoire. Parce que pouvoir mobiliser immédiatement et directement dans des pays des hommes armés et surentraînés, c'est beaucoup plus efficace et redoutable. On a vu comment à maintes reprises dans l'histoire, les interventions militaires françaises en Afrique ont protégé, ont défendu ou encore ont maintenu au pouvoir des pays africains des dirigeants qui étaient pro-français ou pro-occident. Je peux parler là du soutien à Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, parce que la France a maintenu une présence militaire permanente en Côte d'Ivoire pour dissuader toute tentative de déstabilisation ou de renversement du Houphouët-Boigny. Ceci incluait une base à Abidjan et des troupes prêtes à intervenir en cas de menace. Ils étaient permanemment prêts. L'opération Barracuda en République centrafricaine en 1979, Jean Bédel Bokassa, vous connaissez ce nom, c'était un président ancien allié de la France, mais qui était devenu incontrôlable. Et donc il avait perdu la confiance de l'Élysée. Et en septembre 1979, les services secrets français accompagnés de l'armée ont organisé l'opération Barracuda pour renverser Bokassa et réinstaller David Bako, un dirigeant très pro-français. On a vu ce que ça a donné. Le soutien à Idriss Déby perd au Tchad. Là, je suis dans les années 90 et après. Idriss Déby prend le pouvoir au Tchad en 1990 avec l'appui très déclaré de la France. Et il remplaçait Hissène Habré, dont le règne devenait assez difficile à gérer pour la France. Et ça ne s'arrête pas qu'en 99 parce qu'il a eu un soutien continu. Mais maintenant, autre événement historique majeur, c'est en 2008. Durant une tentative de coup d'État contre Déby, ce sont les forces françaises stationnées au Tchad qui ont fourni un soutien logistique et des renseignements cruciaux pour repousser les personnes, pour repousser les assaillants. Et encore en Côte d'Ivoire, on peut parler de la crise de 2010-2011. Après les élections de 2010, une crise éclate entre Laurent Gbagbo qui refuse de céder le pouvoir et Alassane Ouattara. L'opération Licorne est lancée. C'était une mission militaire française. Et cette mission soutenait le pro-français Ouattara, notamment en fournissant des frappes aériennes et en capturant Gbagbo en avril 2011. On a complètement détruit sa maison dans cette affaire. Ouattara était un favori de la France et de l'Occident. Et c'est de cette manière qu'il a pu s'installer au pouvoir. Je peux encore parler du soutien à Omar Bongo au Gabon. Bien qu'il n'y ait eu aucune intervention militaire directe documentée, pour protéger Bongo, la présence permanente de troupes françaises au Gabon, notamment dans la capitale à Libreville, servait de garantie contre toute tentative de coup d'État ou encore de soulèvement. D'ailleurs, ces troupes françaises-là ont dissuadé plusieurs mouvements de révolte. Tout plein. Donc, toutes ces interventions-là montrent qu'avoir des troupes sur place, capables d'intervenir immédiatement, est beaucoup plus dangereux qu'une surveillance satellite déjouable avec un
peu de concentration en fait. Et de toute façon, tout le monde est surveillé par satellite. Mais une surveillance ne veut pas forcément dire la capacité à intervenir. Or, la présence militaire directe sur un territoire implique la capacité à intervenir. L'espace n'est qu'un point de contrôle militaire.